C'est un soleil de plomb qui écrase cette face de la planète aujourd'hui. Qu'il l'éclaire, qu'il la brûle. La silhouette d'un aigle se dessine dans l'azur du céleste lorsqu'il est frappé à l'œil par une pierre, balancée depuis le plancher par une main leste et précise. Une main flanquée d'un bracelet aux armoiries de l'Atlantide. Le rapace s'écrase sur le sol et l'homme, recouvert d'une cape de peau, le visage dissimulé sous un capuchon, se penche sur la carcasse, la ramasse et la fourre au fond d'une besace en cuir qu'il a à la ceinture. Voilà qu'il a à peine terminé de ranger le fruit de sa chasse que des voix hurlent derrière lui. Il est là! Chopez-le, les gars! Attrapez-le! Qu'on l'arrête! Arrête-toi là! Arrête-toi! L'encapuchonné est vif, mais pas suffisamment pour semer ses poursuivants enragés. Alors il fait volte-face et les corrige. Tous les trois. Avec grâce et agilité, il les humilie. Les mollets du fuyard forment des ailerons sur la partie arrière du tibia, une mutation génétique due à plusieurs décennies d'évolution en environnement aquatique. Un autre groupe de barbares fond sur lui et sa cape est retenue par l'épée d'un de ses précédents adversaires qui s'est planté dans le sol, et elle avec. C'est une dizaine d'hommes qui désormais prennent en chasse le vagabond qui peine à se libérer. Il est fort, très fort, mais 10, c'est bien trop, même pour lui. Il doit fuir, et vite. Le capé se libère de sa cape, et l'homme, dont on peut enfin apercevoir la longue tignasse blonde comme le soleil qui veille là-haut, effectue un saut périlleux pour se projeter dans l'océan, à quelques mètres de là, sous les yeux ahuris de ses poursuivants. Le blondinet disparaît sous l'écume. « Sire, vous voulez toujours le poursuivre ?» Hésite un des gardes. Son chef lui répond, agacé. « J'imagine que tu rigoles, crétin. T'aurais meilleur temps d'essayer de choper un poisson avec tes propres mains, abruti. Regardez, sa cape, là, par terre. Il y a un objet qui brille dedans. » Le chef se penche sur la fripe déchirée dans le sable et en extirpe le symbole doré de l'Atlantide. Des centaines d'années ont passé depuis la mort du seigneur Orin. Ce sont le roi Onsu et sa femme Lorelai qui règnent d'une main de fer sur le peuple de l'eau. Le couple royal a donné naissance à 3 enfants, tous devenus des jeunes hommes, tous différents aujourd'hui. Kraken, l'aîné, au corps massif et aux bras musclés, une moustache longue et fine par-dessus la lèvre supérieure et qui vient mourir en pointe au bord de sa mâchoire. Kraken est le plus violent de la fratrie, bourru et égoïste. Il passe ses journées à harceler ses frères, notamment Omond, le plus jeune. En tant qu'héritier légitime du trône, il marche dans les pas de son paternel et fait absolument tout ce qu'il lui est possible de faire pour lui ressembler, trait pour trait. Ensuite vient Atlan, dont les yeux profondément bleus, l'épaisse chevelure dorée et la fougue et l'impétuosité qui le caractérisent ne sont pas sans rappeler une lointaine ascendance avec Shalako. Atlan n'est pas né blond, non, mais brun, comme son grand frère. Petit à petit, ses cheveux se sont éclaircis pour devenir parfaitement dorés. Ce qui n'a pas été sans éveiller évidemment les soupçons au sein de la population et créer certaines rumeurs effrayantes à son sujet. Quoi qu'il en soit, Atlan est un électron libre, qui n'a cure des ragots et aime partir à l'aventure pour découvrir le monde. Cela fait d'ailleurs plusieurs mois, plusieurs années, qu'il n'a plus donné signe de vie. Et puis enfin vient Omond, le Benjamin, dernier né de Onsu et Lorelai, le mal-aimé. Lorsqu'il n'est pas pris à partie et maltraité gratuitement par Kraken, il aime se promener avec la délicieuse Donna au gré des rues de Poséidonis. La hache de guerre entre Poséidoniens et Tritoniens semble avoir été définitivement enterrée depuis des décennies, mais quelques rivalités, tensions et préjugés persistent des deux côtés. D'autant plus depuis que les Tritoniens ont achevé leur processus d'évolution physique, remplaçant progressivement leurs membres inférieurs par une longue et puissante queue écaillée, changeant leurs femmes en sirènes et leurs hommes en tritons. Et leurs corps, devenus gracieux et athlétiques, aux muscles subtilement dessinés, ont tendance à agacer et à rendre jaloux les Poséidoniens, dont le jeune Omond, qui s'exclame à Donna alors qu'un couple de Tritoniens passe sous ses yeux avec une vitesse fulgurante au détour d'une ruelle. « Regarde-moi les ceux-là, devraient carrément se foutre à poil, ça irait plus vite. C'est indécent. Oh, me dis pas que c'est une pointe de jalousie que je vois là. Je te croyais bien au-dessus de tout ça, soupire Donna. Non, non, absolument pas. Mon corps d'humain a lui aussi bien des avantages, certains même dont les tritons ne disposent plus d'ailleurs. Mais c'est pas pour autant que tu me vois me balader à poil pour les exhiber à la vue de tous, hein.
Non, et je ne te serai jamais assez reconnaissante pour ça, s'amuse Donna avant de reprendre. Allez, arrête avec tes préjugés débiles sur nos frères écaillés. Hammond s'interroge alors. Tu sais, je me demande si leur transformation là, si ça vient vraiment de cette histoire entre Shalako et Orin. Cette supposée affaire de religion, de croyances occultes, de malédiction. J'y crois pas une seule seconde. C'est pourtant bien ce que racontent les chroniques, hein, précise la jeune femme. Ben ouais alors, c'est pas parce que ça a été écrit que c'est la vérité. Hein. À peine il termine sa phrase qu'il s'étonne d'un vaste mouvement de foule qui prend forme tout autour de lui. Atlan est aux portes de la ville s'écrie un vieux tritonien qui a conservé ses jambes contrairement à ses compatriotes plus jeunes. Atlan, vite Donna, mon frère est de retour. Hammond et Donna se ruent à la grande porte autour de laquelle se sont déjà amassés mains passants, intrigués par le retour supposé du fils cadet de leur roi. Il est bien là, il se tient, droit, dans la porte de Poséidonis, ses cheveux blonds ondulants au fil de l'eau, le regard perçant, stoïque, plus beau que jamais. « Atlan, frangin !» s'exclame Hammond en lui sautant dans les bras. « J'y crois pas, je pensais que je te reverrais jamais, c'est incroyable !» Tout ce temps, il t'a pas pris une ride, regarde-moi ça. Où est notre père, Hammond ? Je suis là, fiston. Je pensais pas que tu reviendrais. Le roi Honsou apparaît alors dans le dos d'Atlan, entouré de 2 de ses meilleurs gardes. Et ça te déçoit que je sois de retour, père ? Disons que je suis surpris. Et sois flatté, hein, parce que c'est rare que je le sois. Alors serait-il possible que je te surprenne 2 fois dans un si court laps de temps, père ? Atlan porte sa main au fond de la besace qu'il trimballe à la ceinture pour en extirper la carcasse de l'aigle qu'il a abattu quelques heures auparavant. Il la brandit là, sous les yeux médusés de la foule et de son père, avant de conclure. « Vois-tu, père, après toutes ces années à essayer de te convaincre, j'avais raison. Nous ne sommes pas seuls !» Égypte, moins 3000 avant Jésus-Christ. Le grand prêtre siège dans la salle principale du temple. Une longue et touffue barbe blanche lui tombe des joues jusqu'à la poitrine. Le vieil homme, vêtu d'une riche toge verte, aux broderies d'or, s'adresse à l'homme qui avance à lui. « Tu viens de très loin, n'est-ce pas ? Quel est ton nom, brave homme ? » « Je suis Solon, grand prêtre. Solon, d'Athènes. J'ai parcouru tout ce chemin jusqu'à vous pour venir quérir le savoir de votre peuple et le ramener à mes pères. C'est là une bien belle quête, Solon d'Athènes, que celle du savoir. Il ne coûte rien à apprendre et rien à enseigner. Et dis-moi, jeune Solon, toi, que cherches-tu à apprendre ? Tout ce que vous désirerez m'enseigner, grand prêtre. Eh bien, puisque tu dis venir d'Athènes, je pense que tu serais très heureux d'en apprendre davantage sur les tiens, en particulier tes ancêtres, qui ont affronté en des temps redoutables un ennemi bien plus entraîné et armé qu'eux, mais sont restés fiers et braves dans la bataille. Avec le plus grand des plaisirs et des honneurs, grand prêtre, car tous les écrits concernant mes ancêtres ont disparu ou demeurent inexistants en notre propre contrée. Très bien. Alors écoute, cher Solon. Il y a 8000 ans de cela, lorsque mon pays fut assiégé par un peuple guerrier venu des mers au nord, d'un lieu caché nommé Atlantide, avec des armes puissantes et un ardent désir de conquête, notre récit débuta précisément le jour où l'un des leurs, que l'histoire appellera Atlan, ramena son peuple submergé depuis plusieurs siècles. Un présent particulier. Mon fils Atlan, le vagabond solitaire, vient de nous apporter une preuve que la vie existe à la surface. Alors, la question que je vous pose aujourd'hui, mes frères, est la suivante. Quelle sera notre prochaine action ? Questionne le roi Honsou, aux conseillers du trône, tous réunis en ce jour spécial autour de la grande table ronde du palais. La carcasse de l'aigle récupérée par Atlante se trouve là, sur la table, juste sous leurs yeux stupéfaits. Pourquoi devrions-nous entreprendre une quelconque action, monseigneur ? Quoi ? Ne me dis pas que tu nous suggères d'ignorer cela. Et pourquoi pas ? Qu'il y ait oui ou non une vie au-dessus de nous, qu'est-ce que ça change ici ? Ça change que ça représente une menace pour Atlantide, pardi.
N'importe quoi, ils ne savent probablement même pas qu'on existe. Se chamaillent les membres du conseil avant d'être brutalement interrompus par un kraken vindicatif. Et si justement ils le trouvent? Tu ne penses pas qu'ils essaieraient de nous attaquer, Kraken? Intervient son jeune frère, Omond. On n'en sait rien. On sait pas depuis combien de temps ils se développent à la surface. On connaît rien de leur capacité. Insiste Kraken, avant d'être à nouveau interrompu, mais par son autre frère, cette fois-ci, Atlan, qui prend la parole. Moi je sais, j'y étais. Leurs armes sont primitives. Leurs guerriers sont équipés d'outils de ferme, rouillés et inefficaces. Certains d'épées de fer, ou de lances, de pierres, quelques arcs, des flèches, mais aucune technologie laser. Alors Atlan, ta théorie suggère donc qu'ils ne représentent aucune menace, fiston. Réfléchit Honshu, le regard rempli d'une perversité nouvelle. Exactement, père. Alors marchons sur eux, avant qu'ils ne marchent sur nous. Père, tu ne peux pas être sérieux, s'inquiète alors Omond au dire de son paternel. Tu es en train de sous-entendre qu'il faut mener une guerre préventive au peuple de la surface. Je ne sous-entends rien, mon fils. Et ce n'est pas une guerre dont je parle. Non, mon garçon. C'est un massacre. Ricane le seigneur Honshu avant d'être encore une fois coupé, cette fois-ci par l'intervention d'une jeune femme qui vient de s'introduire dans la salle du conseil. Non! Nous les idyllistes, nous ne le supporterons pas. Et nous ne le tolérerons pas. Shayera est la fille d'un des conseillers royaux, ce qui explique qu'elle aussi a parfois ses entrées au palais de Poséidonis. Elle est la membre convaincue d'un groupuscule de pacifistes opposés formellement à tout conflit et à toute forme de violence, les idyllistes. Nous, idyllistes, nous ne croyons qu'en la paix. Avez-vous oublié ce qu'il arrive lorsqu'on laisse la colère et l'intolérance remplir nos âmes? Les événements de la vieille Tritonis? La Grande Guerre? Avez-vous oublié tout ce mal fait à notre peuple? De quoi elle parle, cette fille? Soupire Kraken. Des légendes. Rien que des légendes. Des légendes qui ont fondé notre civilisation et dont vous devriez tirer les enseignements nécessaires, s'insurge alors Shayera avant que le roi Honshu ne mette définitivement un terme au débat en tapant du poing sur la table. Laisse ces foutues légendes où elles sont, ou laisse-les nous rappeler qu'Orin était un guerrier avant tout, et qu'il n'avait ni peur de la guerre, ni peur de la mort. Orin était mon ancêtre, et je le ressens dans le sang qui coule dans mes veines, le même qui coula dans les siennes. Il aurait voulu cette guerre, mais étant donné que je suis un souverain tolérant et compréhensif, alors je vais laisser au conseil le choix de la décision. Que ceux qui souhaitent retrouver la sensation du soleil sur leur visage et celle du vent dans leur dos lèvent la main, maintenant. À l'unanimité, les membres du conseil lèvent la main, sous le regard désabusé de Shayera. Alors qu'il en soit ainsi, gentlemen, je peux vous jurer sur Orin qu'à partir de ce jour, l'Atlantide brillera de nouveau. Les idyllistes refusèrent la décision du conseil. Alors ils partirent, par centaines. Poséidoniens, Tritoniens, peu importe. Femmes, enfants, vieillards. Ils quittèrent définitivement l'Atlantide pour s'installer dans une vallée, plus loin, à l'est. Et en ce jour de grand départ, Omond assiste depuis sa fenêtre à l'exode, aux côtés de Donna. C'est tellement injuste, Donna. Ce sont eux qui ont raison. La guerre avec la surface, c'est une catastrophe. Et les voilà qui nous laissent ici, seuls avec mon guerrier de père. Quel gâchis. Bah, t'as qu'à les rejoindre, hein, y a rien qui t'en empêche, remarque la belle jeune femme à son compagnon. Je peux pas. Ma place, elle est ici, avec ma famille. C'est une raison ou bien une excuse, ça? Alors qu'elle atteint les portes de Poséidonis, Shayera, qui mène le cortège, s'insurge de la présence d'Atlan, venu saluer ses ex-compatriotes. Quel culot tu as de venir là, toi! Tout est ta faute, vagabond! Toi et ton foutu oiseau! Les choses se déroulent parfaitement comme elles devaient se dérouler, Shayera. Et aucun de tes souhaits, ni même ton rêve le plus cher, ne peut l'empêcher. Répond Atlan, avec toujours ce même stoïcisme, presque une impassibilité, qui contraste férocement avec l'impulsivité et l'énervement dont fait preuve son interlocutrice. Ah ouais? T'as fait ça parce que tu devais le faire? Tout comme toi, tu pars car tu dois le faire. Espèce de taré. Garde ton blabla pseudo-mystique pour les crétins que tu t'apprêtes à suivre dans cette folie.
Shaira, laisse-moi tranquille maintenant. Shaira, prends soin des bébés aux yeux pourpres. Quoi? Aux yeux pourpres? Qu'est-ce que tu racontes? T'es définitivement fêlé, mon pauvre Atlan. Puis la jeune femme tourne le dos une bonne fois pour toutes au cadet du roi Honsou avant de rejoindre son groupe avec lequel elle franchit une dernière fois le dôme. Pendant ce temps-là, les préparatifs de la guerre s'activent au palais royal où Honsou a de nouveau réuni les membres de son conseil. Sur Terre, nous ne pourrons pas compter sur les Tritoniens, dont nous devons exclusivement conserver et concentrer les forces pour l'engagement naval. D'ailleurs, Kraken, Kraken! Où est encore passé mon fils? Son môme? Il arrive justement en courant dans le couloir adjacent, conscient de son retard et du savant que son père risque de lui passer. Il est retenu par son petit frère Omond qui se montre très insistant. Kraken, Kraken! Arrête-toi 2 secondes s'il te plaît! Arrête-toi 2 secondes! Pas le moment, Omond! Père m'attend! Kraken! Tu dois lui parler de tout ça! Tu dois le raisonner! Et pourquoi ferais-je une chose pareille pour l'amour de rien? Parce qu'on court au désastre! Tous! Faux! C'est parce que tu as peur, frangin. C'est pour ça que tu veux empêcher cette guerre. Tu sais que j'y brillerai au combat, bien plus que toi et Atlan. Tu sais que je vous éclipserai tous les deux du cœur de papa, pour y prendre toute la place. Tu es encore plus transparent qu'une méduse au mont, et tu le resteras. Une méduse! Kraken saisit son frère par le visage et le projette sur le sol du couloir avant de se précipiter dans la salle du conseil où il est attendu. Quelques jours passent sur le royaume d'Atlantide. Poséidoniens et Tritoniens se préparent à la guerre qui les attend, qui, plus que nulle autre guerre, s'avérera imprévisible, avec un ennemi qu'ils ne connaissent pas, dans un monde qu'ils ne connaissent plus, la surface. Le roi Honsou se gargarise de la grandeur de son armée aux côtés de sa femme Lorelei, qui n'oublie pas de lui faire remarquer que si quoi que ce soit devait arriver à l'un de ses fils, alors elle deviendrait son plus grand ennemi. Elle qui aurait préféré que son roi reste sagement à ses côtés et qu'il règne dans la tranquillité jusqu'à la passation de pouvoir à leur fils préféré, Kraken. Il n'en sera rien. De leur côté, Donna et Omond tentent tant bien que mal de détendre la situation, s'amusant tous deux de la posture improbable et peu crédible d'Omond sous l'armure atlante. T'as carrément l'air d'un plouc, éclate de rire Donna à la vue de son compagnon ainsi apprêté. Donna, t'es pas sérieuse. Je ne reviendrai pas. Et j'ai pas envie que la dernière image que j'ai de toi soit toi qui se fout de ma gueule. Puis-je savoir pourquoi tu dis que tu reviendras pas? J'ai été entraîné en soldat. Mon père y a tenu particulièrement. Mais j'ai pas l'âme guerrière, ni le cœur, Donna. Je vais probablement y rester. Oh monde, je suis désolé. Essaie d'en parler à ton frère, comprendra peut-être. Crois-moi, Donna. Kraken ne comprendra pas. Kraken, puisqu'on y vient, lui il profite, à sa façon, de ses dernières heures libres auprès des filles de joie des bordels de Poséidonis. Ne vous inquiétez pas pour moi, mesdames. Je vous rapporterai la tête d'un surfacien à chacune d'entre vous. Et ainsi commença la grande migration, que d'aucuns pourraient appeler la grande remigration. C'est un voyage long qui attend les armées de Honsou, très long et périlleux. Bien que les prédateurs marins se soient depuis très longtemps accoutumés à la présence des Atlantes, il n'en reste pas moins dangereux à des miles loin de la cité. Atlan, qui accompagne les troupes de tête, conseille à qui veut bien l'entendre. Soyez sages, messieurs, très sages. Vous ne savez pas ce qui vous attend là-haut. Ne vous montrez pas trop prompt à briser la surface. Et voici la grande et puissante Légion de l'Atlantide, qui pour la 2e fois de son histoire depuis le déluge, franchit le dôme. Le fameux dôme, jadis érigé par l'illustre seigneur Rorin, qui d'après certains, se retournerait dans sa tombe à la vue de ces milliers d'hommes, partant au combat la peur au ventre et l'arme au poing. L'armée atlante est à son apogée, forte de dizaines d'années de renforcement et d'investissement massifs par en dessous, dotée d'une technologie destructrice et d'armes surperformantes. Et aujourd'hui,
voilà qu'elle se déverse hors de la belle cité sous verre, qu'elle en coule de chacune de ses artères, brandissant l'étendard et une haine féroce contre un ennemi qu'elle ne connaît pourtant pas, mais dont elle s'apprête à faire couler le sang à flot. Un trio d'éclaireurs formé de 2 tritons qui accompagnent un poséidonien gagne bientôt la surface. À quelques dizaines de mètres de profondeur, l'un d'eux s'exclame « Par Orin, c'est... » « Oui, c'est la lumière du jour !» Gagnés par l'excitation, les 3 soldats nagent à pleine vitesse vers la surface, mais sont brutalement pris de violentes convulsions avant de perdre connaissance. « Halte ! À toutes les troupes ! Halte !» ordonne avec force Honshu au peloton de tête, resté bien plus bas en profondeur lorsqu'il remarque les 3 cadavres couler droit vers le plancher océanique. « Ils ont été massacrés !» s'écrie un soldat à ses côtés. « Je vous avais dit de ne pas vous précipiter », remarque froidement Atlan avant de préciser. « On ne peut pas remonter à la surface aussi rapidement, ou nous risquons d'imploser. Il nous faudra procéder progressivement, palier par palier, afin que votre corps s'habitue au phénomène de décompression. Suivez-moi, je vais vous montrer, lance Atlan au groupe de militaires avant de conclure. Et lorsque nous traverserons la surface de l'eau, ne regardez pas de suite le soleil, ou il vous brûlera les yeux. » Comme annoncé, le jeune homme blond prend les devants, étant parfaitement habitué lui-même à la surface qu'il a déjà explorée de par le passé. Lorsqu'il gagne en solitaire la côte sur laquelle il avait abattu le rapace quelques jours auparavant, il constate que ses agresseurs, ceux qui l'avaient forcé à regagner les profondeurs dans la hâte, sont là. Il l'attend. Leur chef, en voyant Atlan sortir de l'eau, s'adresse à lui. « Tu as mis du temps à revenir, monstre, mais je savais que si nous patrouillions dans les parages, tu finirais tôt ou tard par pointer le bout de ton nez. » Les barbares ne sont qu'au nombre de 7 et équipés de lances et de gourdins, de boucliers de cuir peu résistants. Je ne comprends que très peu ta langue, homme des plaines. Mais je pense que toi, tu saisiras sans aucun problème ces quelques mots qui vont suivre. J'ai apporté des amis. À cet instant, les premiers rangs du bataillon d'Honshu émergent hors de l'eau. Des dizaines, puis des centaines de soldats en armure apparaissent, sous d'épais casques et flanqués de fusils laser. La panique gagne très vite le petit groupe de barbares qui tournent le dos pour s'enfuir sans demander leur reste. Mais les Atlantes n'ont pas fait tout ce chemin pour ne trouver que des adversaires lâches et fuyards. Alors ils font feu et les exterminent. Le premier sang est pour moi. Se glorifie Kraken qui à lui seul en a abattu 3. Ainsi, les Atlantes annoncent leur présence au monde qui vient de les accueillir dans la violence et dans le sang. Ils établissent leur premier campement de guerre dès la nuit est venue. La nuit. La vraie. Celle qu'ils n'avaient jamais connue jusqu'alors, mais qui pourtant leur rappelait l'obscurité de leur foyer et les rassurait. L'armée du roi Honshu colonisa très rapidement les rivages et puis les îles environnantes. En l'espace de quelques semaines seulement, ils bâtirent une place forte, aussi solide qu'impressionnante, à flanc de falaise, comme l'Atlantide d'avant le déluge, réfléchissant le soleil et surplombant la mer. Une place forte qui permettrait d'établir un premier lieu, un premier pont entre Poséidonis et leurs objectifs de guerre. Dans un premier temps, des éclaireurs furent envoyés plus en avant dans les terres afin d'établir des rapports à Honshu quant à leur découverte. Et Honshu, galvanisé par son nouveau rôle de chef de guerre, n'eut pas l'intention d'en rester. La grande marche commença. Vers le nord, à travers les montagnes et les plaines enneigées, le métabolisme atlante n'étant pas altéré par les températures extrêmes puisqu'habitué après des siècles d'évolution sous-marine. Le sang des hommes de la neige anéanti par ceux de la mer recouvrit partout les larges plaines jusque-là immaculées. La neige permit sans problème aux Atlantes de compenser leurs forts besoins hydriques et leur domination fut totale en ce point cardinal. Lorsqu'ils n'eurent plus rien à conquérir de ce côté-ci du monde, ils tournèrent leur regard vers le sud. La résistance qu'ils y rencontrèrent fut plus féroce et mieux menée, mais elle ne suffit pas à contrer la déferlante de Honshu, qui s'abattit sur des nations entières avec la fureur de la vague qui fracasse la chaloupe. Après les peuplades vikings dans le septentrion, ce fut au tour des Babyloniens d'être broyés, et cette fois-ci, il n'y eut pas de guerriers légendaires dont on compterait les exploits encore des millénaires plus tard, qui leur vint en aide.
Non, pas cette fois. Pas contre l'Atlantide. Ceux qui survécurent furent réduits en esclavage au grand désarroi d'Omond, continuant de prier pour son peuple et pour ce qu'il était devenu. Et puis, les Atlantes finirent par commettre une erreur majeure, la plus grosse de leur histoire. Menacer l'Égypte. Mais grand prêtre, s'interroge Solon, interrompant le vieux sage dans son récit, quel est le rapport avec mes ancêtres, les anciens Grecs ? Tout vient à point qui sait attendre, Solon. J'y arrive. La patience, c'est justement ce qui a manqué à Honsou et aux siens. Et le coup de leur hâte et de leur appétit insatiable incontrôlé fut dévastateur. Mer Méditerranée. Les forces du pharaon Ramsès III naviguent à la rencontre de l'ennemi qui approche leurs côtes, avec aucune idée en tête de ce qui peut bien les attendre, mais préparés à toute éventualité. C'est un marin de Honsou qui reçoit la première flèche de la bataille en pleine jugulaire. « À l'attaque !» s'écrie le roi amphibien en brandissant son épée en direction des navires égyptiens. Les Égyptiens enseignent alors une terrible leçon au peuple de l'eau, pourtant si sûr de lui et condescendant vis-à-vis des équipements des surfaciens qu'il a toujours jugés désuets et obsolètes. Mais il ne faut jamais sous-estimer une simple flèche lorsqu'elle est bandée puis décochée par un archer de talent. Une première volée est dévastatrice, les Atlantes tombent par dizaines, certains se réfugient sous leurs boucliers avant de répliquer avec leurs armes à feu. Pas n'importe lesquelles, des fusils capables de projeter de puissantes gerbes de flammes à très longue portée, une technologie nouvelle qu'ils avaient toujours gardée secrète jusque-là. La réponse est cataclysmique pour les fidèles et les esclaves de Ramsès. Leurs félouques sont ravagés, dévorés par le feu. Les hommes brûlent, ils hurlent, et ceux que la chaleur ne tue pas, alors la fumée les force à quitter leur vaisseau pour plonger dans la Méditerranée. Là, tapis sous les vagues, les Atlantes les attendent, les saisissent par la jambe et les entraînent avec eux au fond de l'eau pour les noyer. C'est une première victoire pour les forces de Honsou sur celle du pharaon. La baie est bientôt entièrement sous le contrôle atlante, puis la ville portuaire la plus importante du pays. Après quoi vient le désert, inévitable, interminable. Sous un soleil ardent, la légion de l'océan s'engage dans les terres. C'est comme si le dieu Ra, en soutien total au peuple qui le vénère, diffuse sur tout le continent une vague de chaleur sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et les Atlantes suffoquent, ils souffrent. Ce n'est plus une marche militaire, mais un cortège funéraire. Leur réserve en eau s'appauvrit et beaucoup tombent de fatigue et de déshydratation. Les corps sont abandonnés dans le sable brûlant au gré des dunes et se décomposent en une poignée de minutes seulement. Alors qu'ils sont plus faibles et plus désorganisés de minute en minute qu'ils ne l'ont jamais été, ils subissent un assaut. L'Égypte se défend, enfin, et les attaque, avec des lances, avec des chars tractés par de puissants chevaux. Honsou resserre ses rangs de tête et leur ordonne de tenir, mais la moitié de ses hommes est déjà morte, et l'autre, pas prête au combat. Alors ils continuent de mourir sous les flèches des guerriers du pharaon, plus obstinés que jamais à défendre leur nation et leur foyer. Et pour la première fois depuis qu'ils ont quitté l'océan, les Atlantes battent en retraite sous les ordres de Honsou, qui, gagné par la panique, est le premier à déserter le combat. Dans la cohue, Omond trébuche et, la cheville meurtrie, peine à se relever. Il implore son père de l'aider, mais ce dernier lui jette un dernier regard plein de mépris avant de l'abandonner. Tous à l'eau! Tous à l'eau, Atlante! Vocifère-t-il en tournant le dos à son fils. Omond est capturé avec 12 autres soldats atlantes, et les Égyptiens les conduisent dans la grande chambre du pharaon où ce dernier les attend. Ramsès III. Il est là, majestueux. Il contemple les prisonniers longuement, puis finit par s'adresser à eux. Lequel d'entre vous est le chef ? Omond s'avance et sort du groupe. C'est moi. Je suis leur chef. Je suis le fils de leur roi. Et, bien que je ne me sois pas montré une seule fois capable de porter un coup mortel à mes adversaires, j'offre volontiers ma vie pour payer les crimes des miens, ceux qu'ils vous ont fait subir,
l'affront que mon peuple vous a fait. Oui, vengez-vous sur lui. Écoutez-le. C'est lui qui nous a conduits là. C'est à cause de lui tout ça. C'est à cause de lui. Silence, ordonne Ramsès III au groupe de prisonniers. Alors soit tu souhaites m'offrir ta vie en échange de la liberté de tes hommes. Ta loyauté t'honore, homme des mers. Le pharaon s'empare d'une magnifique épée d'ivoire que lui tend l'un de ses serviteurs. Hammon ferme les yeux, puis inspire profondément. Faites ça vite, s'il vous plaît. Alors qu'il s'apprête à recevoir le tranchant de la lame sur sa nuque, Hammon entend des hurlements tout autour de lui. Il ouvre les yeux et constate avec stupeur les cadavres mutilés de ses 12 compatriotes baignant à ses pieds dans une mare de sang. Ramsès le dévisage et essuie la lame ensanglantée de son épée dans une étoffe, avant de reprendre. J'aime les hommes de loyauté. À présent que les présentations sont faites, vous allez rencontrer notre bienfaiteur Noamun. Ramsès conduit à travers le dédale du temple le jeune Atlante dont il a décidé d'épargner la vie pour sa bravoure et son honnêteté. Évidemment, ses poignets sont toujours liés. Ils arrivent dans une pièce obscure au centre de laquelle se trouve une statue d'or, celle d'un homme vêtu d'une riche tunique et coiffé d'un chapeau de cérémonie. Ses deux mains sont apposées l'une contre l'autre, paume contre paume, et son regard porte fièrement droit devant lui. Voici, Noamun, jeune prince. Je confie ton destin entre ses mains, chuchote le pharaon avant de prendre congé de son captif. De l'eau. De l'eau. Je vous en conjure, implore Hammon dans le voyant quitter la pièce. Si vous voulez me tuer, alors faites-le. Sinon, apportez-moi de l'eau, s'il vous plaît. C'est alors que sous les yeux horrifiés d'Hammon, la statue de Noamun prend vie. Un être de chair et de sang se tient à sa place comme s'il venait d'être dépétrifié ou tiré d'un mauvais sort, et qu'il venait de recouvrir vie et conscience. De l'eau, par les dieux, tu es de l'Atlantide. Hammon, déshydraté à bout de force et persuadé que son esprit lui joue des tours, répond à sa vision. Tu parles ma langue. Comment cela est-il possible? Mes ancêtres venaient d'Atlantide. Épuisé, Hammon s'écroule sur le carrelage marbré. Pendant ce temps, dans la place forte terrestre de Honsou, cette folie n'a que trop duré, Honsou. Nous vous avons suivis à travers les plaines, les déserts, les montagnes. Et qui avons-nous gagné? Roi. Le ton est virulent, l'ambiance électrique entre le roi et ses conseillers de guerre qui, depuis l'échec en Égypte, déchantent et commencent à perdre foi en leur souverain. Toi, tu as gagné cette esclave chaldéenne, si je ne me trompe pas. Tu devrais me montrer un peu plus de gratitude et de reconnaissance pour tous les fantasmes sexuels que tu as pu assouvir grâce à moi, Rogan. Un autre, Sartor, se joint alors au débat. Ah bon? Alors tout ça pour ça? Tous nos frères tombés au combat pour satisfaire vos désirs de pillage et de viol, tout ce sang pour ça? Nous étions plus heureux sous la mer, conclut Rogan. Nous avions tout ce dont nous avions besoin. Et je ne m'en contenterai pas! Je ne suis pas de ces faibles. Du sang coule dans mes veines, celui des rois conquérants. Vous pensez que je n'ai rien sacrifié pour notre cause? Notre dernière bataille m'a coûté un fils. Mais je ne laisserai pas cela m'arrêter. Parce que tu es un pauvre fou, en dessous, s'énerve alors Sartor en se levant bruyamment de sa chaise pour pointer d'un doigt accusateur son roi. Ce qui ne plaît pas à Kraken, qui se lève à son tour avec fureur pour venir décocher un puissant crochet du gauche dans la tempe de Sartor, pour le faire taire. Définitivement, le coup est d'une telle violence que le pauvre homme y laisse sa vie. Bien, quelqu'un d'autre aurait-il des critiques à me faire parvenir? Ricane Honsou avant de récolter le silence de ses pairs. Bon, c'est bien ce qu'il me semblait. Maintenant, gentlemen, comme je vous le disais, je comprends parfaitement votre frustration. Moi aussi, j'ai souffert avec vous. Je suis presque mort à vos côtés. Mais en l'honneur de mon dernier-né Hammon, nous ne pouvons laisser notre rêve de grandeur mourir. Nous avons perdu la bataille de l'Égypte,
Mais il nous reste la guerre de la Méditerranée à gagner. Retrouvons Haumont, au cœur du temple de Ramsès, à qui l'on vient d'offrir un lit, bien que sommaire, ainsi que toute l'eau qu'il réclamait jusque-lors. Une fois hydraté et parfaitement remis de ses émotions, l'Atlante échange avec son bienfaiteur, Noamun. Raconte-moi, grand sage, comment es-tu arrivé ici? Depuis l'Atlantide. Je suis Noamun, fils de Sohept. Je suis le dieu d'Égypte. Et j'ai vécu dans le mensonge aussi longtemps que je puisse m'en souvenir. Mes ancêtres ont été envoyés jadis hors du dôme de Poséidonis par Hora en personne. 6 vaisseaux destinés à partir à la découverte du monde de la surface. Mais je ne saurais témoigner de la destinée que de 2 d'entre eux. Les capitaines de ces 2 capsules étaient des amis très proches et décidèrent de voyager en restant à proximité l'un de l'autre. Ils ont voyagé des jours durant, remontant parfois à la surface, mais sans jamais y trouver terre. En revanche, ils finirent par découvrir autre chose, de bien plus inattendu et de bien plus terrifiant et mystérieux encore. Là, sous l'océan, reposant dans le sable et sur le corail, la météorite. Celle qui avait frappé notre monde quelques années auparavant pour nous plonger à tout jamais dans les ténèbres. Celle qui en causa la fin de ce monde tel que nous le connaissions. Permets-moi, Noamun, d'émettre non pas un doute, mais une interrogation. Depuis des décennies, Poséidoniens et Tritoniens ont exploré le plancher océanique aux alentours de Poséidonis et de Tritonis, loin, très très loin de leur cité, à des centaines de miles dans toutes les directions, Noamun. Et pourtant, jamais personne n'a retrouvé cette météorite. Je ne peux pas l'expliquer, Haumont. En revanche, je sais parfaitement ce qui est arrivé aux explorateurs de ces 2 équipes, alors qu'ils approchèrent de l'immense crâne squelettique dessiné par la météorite. La mer devint folle, partout autour d'eux. Les hommes perdirent contrôle de leur vaisseau, une véritable tempête sous-marine. Ils furent éjectés à la surface, mais leurs moteurs détruits ne permirent pas aux équipes de regagner leur maison. Alors ils dérivèrent, des jours durant au gré des vagues, désespérants, leur réserve de nourriture s'épuisant à vue d'œil. Jusqu'à ce que, miraculeusement, un bras de terre s'offrit à eux. Les 14 survivants n'avaient d'autre choix que d'explorer cette terre providentielle, où ils rencontrèrent pour la première fois des habitants de la surface. Nos ancêtres atlantes furent considérés comme des dieux par ces derniers, forts d'un savoir bien plus grand et d'une expérience sans pareille à la surface. Ainsi naquit la grande civilisation égyptienne, guidée par ces modèles atlantes, ces nouvelles déités. Et notre savoir se diffusa partout à travers le monde, influençant d'innombrables sociétés aux 4 coins de la planète. Et aucun de nos ancêtres n'a décidé de retourner en Atlantide. Aussi, bien sûr que si, jeune Haumont. Quelques-uns d'entre eux, 6 pour être précis, ils réussirent à fabriquer un vaisseau qui leur permettrait le chemin du retour à la maison. Après presque 1 an de voyage et de recherche pénibles, ils retrouvèrent enfin notre royaume submergé. Mais celui-ci avait bien changé. Les nôtres pouvaient respirer sous l'eau, et certains étaient transformés de moitié en créatures à écailles. La guerre déchirait notre nation. Avertir le monde d'en dessous de l'existence de celui d'au-dessus n'aurait qu'à
apporté guerre, malheur et souffrance aux deux. Alors sans rien dire, ni même manifester le moindre signe de leur retour, les 6 explorateurs firent demi-tour et remontèrent à la surface, coupant définitivement les ponts avec leur peuple originel. Alors maintenant, jeune Haumond, fils d'Onsu et de Lorelei, de Poséidonis, dis-moi, pourquoi êtes-vous de retour à la surface, Atlante? C'est simple. Pour conquérir, soupire Haumond avant de conclure, pour assouvir les fantasmes de gloire et de domination des miens, en particulier ceux de mon paternel. Mais, quoi qu'il puisse m'en coûter, je te jure, grand Noamon, que j'y mettrai un terme.